Il n'y avait pas de banque du temps des Romains, si tu veux, comme il y a maintenant. Il n'y avait pas de lettre de change. Vraiment, ils m'ont fait une tête verte. Non, franchement, t'as vu Oh, ça un c'est peu. Hulk. On peut croire n'importe quoi à partir du moment où on est soumis. Donc on voit s'il y a moins de vapeur, bah, ça va un peu moins tourner, les boules vont tomber. Donc si mon père était parti, et si ma grand-mère n'avait pas fermé le verrou des chiottes, moi je serais pas là pour vous raconter des conneries. Ce n'est plus, l'information n'est plus le monopole de la classe dominante, et c'est la première fois depuis qu'on a des sociétés en classe avec une classe dominante. Est-ce qu'on peut greffer une tête sur un corps? Oh, oh. L'ennemi, le politicien, le journaliste, c'est l'ennemi, hein, Mhm. politicien, le journaliste. Donc c'est eux qui sont en haut de la pyramide. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme presque tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org, c'est la saison 2, et ce soir on est avec Alain Benajam. Ah, salut Alain. Oui, bah voilà, Ouais, on me retrouve, tu on te vois, retrouve après en, ta maladie des en poumons. pleine forme, tu vois. Voilà, on attrape des maladies des poumons ici. Moi, j'ai eu un cancer, toi, tu as eu une infection. Bon, Il y a un œil des poumons, je sais est-ce pas. qu'on aurait des ennemis Bah moi on m'a dit, regarde s'il n'y a pas du plutonium sous le canapé, alors bon, j'ai regardé, il n'y a rien, je vous le Bah oui, il faudra qu'on vive avec des compteurs GGR hein, bientôt, parce que dis. Pour voir, ouais. on commence à gêner. Faut croire qu'on commence. Alors, bien sûr, il y a tout le monde connecté sur le chat. Kifran, Darwin, Madara, Ferenman, Paul Smith, Bryce, Sunzu, Justine, Eurasien, Robozizi, le Carolingien, Carac, Gâche Espoir, voilà, le Patriote, René. Voilà, il y a du monde, il y a du monde. Un Quenel Ravioli. Non, Alors, Raviol. faut pas que je me gratte. Faut pas que j'ai des tics, parce que quand je me regarde, je dis merde, j'ai des tics, Ah je me non, mais gratte la t'inquiète, ils sont tête. tolérants. Enfin, Bon. c'est des bons des joueurs. Mais ils sont tolérants. Et puis ils sont contents de te voir. Il y en a plein, ils disent bonjour, monsieur Benacham et tout. Salut les Voilà, gars. on est content de vous voir Non, et tout. alors donc là, ce soir, alors c'est un truc énorme. Hein. Je m'attaque à gros et je suis gonflé. Ah, ah. Là, Je suis c'est. complètement gonflé parce que je suis pas philosophe. Hein. Je m'appelle pas Lou personne. Et moi, je suis qu'un pauvre technicien. J'ai pas fait d'études de philosophie, mais finalement, c'est pas un mal. C'est pas un mal parce que ma démarche, elle est un peu comme Descartes. Tu sais, je sais pas si tu as vu le discours de la Ouais, le méthode. discours de Hein. la méthode, ouais. Ah, il dit, bah écoute, tout ce qu'on m'a raconté jusque-là, c'est des conneries. Je vais voir par moi-même ce qu'il en est. Mm. Je doute. Donc moi, je me situe dans la philosophie du doute. Et je me suis aperçu que euh, tout ce qui considérait la société, le social, son fonctionnement, comment fonctionne la société, euh, eh bien, on nous a raconté que des histoires. Et c'est normal. Hein. C'est normal qu'on ne nous dise pas comment tout ça fonctionne. Parce que nous, on est intéressé par des changements. On voudrait que ça change. On voudrait que ça change. Et on se pose des questions. Alors, il y a eu des tas de trucs. Il y a eu la Révolution française. Ça a pris une oligarchie, on en a mis une autre. Il y a eu Karl Marx, la Révolution soviétique. On a pris une oligarchie, on en a mis une autre. Et donc, finalement, on s'est aperçu que tout ça, c'était des coups d'État et non pas des révolutions. Et que moi, je suis dans l'action politique quasiment depuis que je suis né. J'ai été longtemps communiste, j'ai été républicain, on s'est engueulé sur des conneries. Et moi, je suis en évolution perpétuelle et en questionnement perpétuel. Et le déclencheur de tout ça, finalement, euh, on en revient toujours au 11 septembre. Le 11 septembre, c'est le point C'est de un point départ central, de tout ouais, ça, le ouais, ouais. point central. Et le 11 septembre, je me dis comment des gens qui avaient les mêmes informations, exactement les mêmes informations, certains ont dit tout de suite, comme nous, c'est pas possible. Pas possible, c'est des conneries ce qu'ils nous racontent. C'est invraisemblable, abracadabrantesque et technologiquement infaisable. Et tu as des gens qui te disent ah bah ouais non mais oui c'est vrai c'est Ben Laden c'est machin non voilà et on peut se poser la question pourquoi qu'est-ce qui fait que parce que finalement tout est là hein. Tout est là il,
là est dans le système ce qu'on appelle la superstructure, ce que Marx a appelé la superstructure, et tout est dans l'idéologie. Dans l'idéologie. Et finalement, quand tu creuses, ben, on verra plus tard que l'idéologie superstructurelle, c'est ce qui maintient un système. Cette idéologie superstructurelle s'écroule, le système s'écroule. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des esclaves qui acceptons d'être les esclaves des oligarques, des esclaves de l'oligarchie, et cette oligarchie, elle tient parce qu'on veut bien. Il suffirait qu'on ne veuille plus. Eux, ils représentent 0,1% de la population. Tu le prends, tu lui mets un coup de pompe dans le cul, puis tu dis « casse-toi ». Tu vois, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que là. Voilà. Et pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on continue d'aller voter pour Pierre-Paul Jacques, alors pour l'oligarque A ou l'oligarque B ? Voilà. Donc, tout ça, ce sont des questionnements. Et pour savoir comment on va changer, eh bien, rien n'est plus simple. Il suffit d'aller voir comment ça a changé. Parce que nous sommes des humains. Les humains, c'est toujours des humains. L'homo sapiens, il existe depuis 200 000 ans. Dans le classique, hein, me parle pas de... Moi, je dis rien. On va pas remonter jusqu'à là. Non, mais on va parler classique, hein, on s'en fout. Et que les mêmes humains ont réussi à changer complètement de paradigme social. Complètement. Et comment que ça a changé ? Alors, juste pour dire un mot sur ton archéologie et l'archéologue que tu vas voir, si tu veux, juste un mot, puis on n'en reparlera plus. La matière, les atomes, l'oxygène, le carbone, le soufre, le manganèse et tout. Là, tu prends la table de Mendeleïev, hein, avec tous les 100 et quelques éléments. Cette matière est capable de se complexifier par elle-même. On verra un peu comment elle procède pour cette complexification, est capable de fabriquer de l'information et de l'intelligence. Intelligence, information, c'est un peu pareil. Parce que pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait reproduction, donc information, ADN, etc. Quoi, tu vois ? Et donc, cette nature a été capable de nous fabriquer, nous, t'es bien là, il n'y a pas de problème, tu causes, t'as été malade, moi aussi, on est vivant. Et dans les milliards d'années passées, on ne voit pas pourquoi cette nature n'aurait pas été capable de faire la même chose. Vu que l'homme n'a que 200 000 ans, c'est pas beaucoup. Tu vois, donc, dire qu'il y a d'autres civilisations dans l'univers, ou qu'il y ait eu une autre civilisation terrestre, ou qu'elle soit venue d'ailleurs, rien n'est plus logique. Donc on ne va pas dire « Ah ben non, c'est pas possible, c'est... » bon. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc j'estime que, officiellement, que l'homme Homo sapiens a 200 000 ans, tel qu'on peut le voir dans les fouilles archéologiques, et que pendant 200 000 ans, moins 10 000 ans, qui est l'invention de l'agriculture, et il a vécu sous la forme de la communauté primitive. Hein, donc, on peut dire la communauté organique. Voilà. C'est-à-dire une communauté sans État. Une communauté sans État. Alors, déjà, tu peux me passer la vue. Bon, j'avais passé, juste pour faire plaisir à Elisa, Nietzsche, Lou, personne, hein, une maxime, enfin, sur la vue 1, s'il te plaît, une parole de Nietzsche. Nietzsche hein, parce que, donc lui, il dit, le préjugé foncier est de croire que l'ordre, la clarté, la méthode doivent tenir à l'être vrai des choses, alors qu'au contraire, le désordre, le chaos, l'imprévu n'apparaissent que dans un monde faux ou insuffisamment connu. Bref, une erreur. C'est là un préjugé moral qui vient de ce que l'homme sincère, digne de confiance, est un homme d'ordre, de principe et à coutume d'être, somme toute, un être prévisible et pédantesque. Mais il est tout à fait impossible de démontrer que l'en soi des choses se comporte selon cette définition du fonctionnaire modèle. C'est-à-dire qu'en fait, on parlera du chaos,
hein. Une société est un chaos, et ce qui est vraiment compliqué à voir, parce qu'on est dans un système entièrement chaotique, qui est imprévisible et imprédictible, tellement il est chaotique, tu vois. Et donc, les choses ne sont pas faciles. À la fin, nous allons faire un peu de prospective, mais c'est de la pseudo-prospective selon des technologies qui existent déjà, mais qui ne sont pas encore dans le grand public. Donc, c'est de la petite prospective, quoi, tu vois. Hein, c'est comme de la météorologie le lendemain ou le surlendemain. Bon, voilà. Donc, ça a été dit. Passe-moi la vue suivante, s'il te plaît. Donc, là, on voit des gens qui vivent en communauté primitive encore. Oui. Encore aujourd'hui. Ça existe. Voilà. Sûr. Et donc, des gens qui utilisent des paradigmes sociaux, c'est pas les humains tous, tac, une date, paf, on change. Non. Il y a des gens qui vivent encore selon des modèles de la communauté primitive. Donc, il y a des gens qui, à partir de à peu près 10 000 ans, l'invention de l'agriculture, hein, qui ont commencé à construire des villages et puis à cultiver la terre, alors qu'eux, bon, ce sont toujours des chasseurs-cueilleurs. Hein, les hommes chassent et les femmes vont cueillir des baies et ils ne cultivent rien. Voilà. Donc, ce mode de communauté primitive, il est facile à étudier, puisque tu as encore des gens qui vivent sous ce mode-là. Enfin, maintenant, très très peu. Mais il y a 50 ans, il y en avait beaucoup. Tu vois, hein. Donc ça commence à s'éteindre. Donc, l'homme, pendant 200 000 ans, moins 10 000 ans, a vécu comme ça. C'est-à-dire 95% du temps de vie de l'homme. 95%. Ouais, de son existence, de son temps temps d'existence. 95% de son temps d'existence a vécu sous la forme du communisme primitif, de la communauté primitive, du partage, sans État, sans propriété, si tu veux. Tu vois ? Donc, l'espace de temps où il y a une société de classe et d'exploitation de l'homme par l'homme et une société où l'homme va asservir d'autres hommes, ouais. Bon, ben, c'est un temps extrêmement court. Et on va voir que ce temps, et on va voir pourquoi, ben, ce temps, il va finir. Il va finir un jour, on va voir comment. Hein ? C'est ça l'objet du débat. Bon, passe-moi la vue suivante. Sur la vue suivante, donc, on voit entre le Tigre et l'Euphrate, hein, c'est la carte, du croissant fertile, où a été inventée l'agriculture, où on voit les premières villes. Les premières villes sumères. Les premières villes sumériennes dans l'Irak actuel, hein, les toutes premières villes qui ont 3-4 000 ans avant Jésus-Christ, et que c'est donc à partir du moment où l'homme n'a pu été un nomade, hein, bon, il est resté là, il a construit des villages, puis de des villages, il a construit des villes, et puis, bon, il a eu l'idée d'aller chercher le mec d'à côté pour bosser dans son champ, au lieu que ça soit lui. Tu vois, hein, le chasseur, c'est lui qui chassait, il mangeait. Mais l'agriculture, ben, il faut aller gratter la terre, il faut bosser, tout ça. Donc, à partir du moment... il y en a un qui était plus feignant que l'autre, quand même, alors. Ah, bah, il y en a un. En fait, tout ça, ça s'est fait militairement. Il y a un qui était plus fort militairement que l'autre, qui était capable de rapter des esclaves dans les villes voisines et de les faire bosser dans son champ. Et ce système-là a perduré très très longtemps, hein, le système donc esclavagiste, puisque l'esclavage a été aboli au XIXe siècle, tu vois, hein, alors que en Occident, le mode de production esclavagiste, il s'est terminé au XIIe siècle, à peu près, quoi. Tu vois,
c'est sans compter avec la traite négrière aussi. Alors. Comment? Bah, la traite négrière, c'est après le XIIe siècle. Le La traite négrière. Ah oui, non, non, je te parle, oui, je te parle bien sûr, mais je te parle en Occident, le mode de production qu'il y avait chez nous. La traite négrière. Non, sur le oui, sol oui, occidental. Sur le sol occidental. D'accord. Hein. Sur le sol occidental, ce mode de production esclavagiste a été jugé inefficace. Et on est passé au capitalisme. Voilà, voilà. Bon, mais ce mode de production s'est trouvé intéressant dans d'autres zones. C'est pour ça que ça a perduré, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, les paradigmes ou les modes de production ou les systèmes, si tu veux, ils ne disparaissent pas tous au même moment. Ils finissent tous par disparaître à un moment donné, mais il y a un début à un endroit et puis ça dure un moment. Mais pour nous, ça fait du temps, mais dans les temps historiques, c'est rien, quoi, tu vois. Il ne faut pas oublier que l'homme a 200 000 ans. Voilà, l'esclavage a commencé. Alors l'agriculture, moins 10 000 ans. Les premières villes, c'est moins 3 000, moins 4 000 ans, si tu veux, tu vois. Et il y a eu un moment où l'agriculture a vécu sans esclavage. Tu vois, alors on va voir une image que... Tu me passes l'image suivante, s'il te plaît. C'est cette vue que j'ai déjà montrée, qui se passe dans l'Ukraine actuelle, avec la limite du Dniepr, où sur la rive est du Dniepr, il y a les Indo-Européens Kourganes, et qui ont une idéologie suprémaciste, une hiérarchisée, qui est attestée par ces fameux Kourganes où c'est une tombe de chef. Tu vois, donc il y a juste un chef avec ses outils et ses armes, ses chevaux, ses esclaves, etc. Et que à l'ouest du Dniepr, il y a des civilisations dites de l'Europe ancienne, c'est-à-dire agricoles, qui ont déjà des maisons de pierre et les sépultures sont égalitaires. Quand on prend les sépultures, on voit des hommes, des femmes, des enfants en même temps. Donc on ne voit pas de hiérarchie particulière, si tu veux. Donc, si tu veux, la sépulture te donne une idée de l'idéologie des gens. Et donc, on voit que ces gens des Kourganes qui avaient dressé des chevaux, inventé la roue et commencé à la métallurgie du cuivre, et que ces gens-là ont été plus forts militairement, ont envahi, ont passé le Dniepr, ont envahi toute l'Europe occidentale et l'Europe du Sud, et ont bâti des sociétés syncrétiques qui étaient basées aussi sur la pierre et sur l'agriculture, mais avec l'idéologie des autres, l'idéologie hiérarchisée et suprémaciste et de classe, si tu veux, de classe sociale, et qui ont amené ces sociétés de classe d'abord dans les Balkans, puis en Italie, etc. Sociétés de classe qui sont basées, on verra tout de suite, qui sont toujours basées sur les trois ordres, les combattants, les prêtres, qui disent la parole d'évangile, c'est-à-dire qui vont, au travers d'une religion, faire accepter leur soumission aux autres, et puis ceux qui bossent, les esclaves. Donc c'est toujours cette même... À partir du moment où va naître des sociétés de classe, dans lesquelles il y a une classe soumise et une classe qui va soumettre les autres, il y aura toujours, et toujours maintenant, une classe de clercs pour raconter des bobards. On va dire que les clercs, aujourd'hui, c'est les gens de la télévision. Voilà, t'as le pape des clercs, t'as Bernard-Henri Lévy, t'as Jacques Attali, puis après t'as les petits connards qui vont jaspiner dans le poste, qui vont raconter des conneries sur BFM TV, les curés, quoi, c'est pareil. Bon, je m'excuse pour les chrétiens, mais bon... ils nous excuseront. Bon. Mais...
si tu veux, on peut voir que l'idéologie a- est toujours au départ quelque chose de positif. La croyance est toujours quelque chose de croyable. Tu ne peux pas faire croire quelque chose qui ne soit pas croyable. Et donc on arrive toujours à partir d'idéaux élevés à les retourner pour faire accepter aux gens leur soumission. C'était vrai pour le christianisme, comme c'est vrai aujourd'hui, avec l'idéologie républicaine et de démocratie qui va te dire que tu vis en démocratie, en république, et alors que tu vis en oligarchie. Ouais. Hein? Alors que les chrétiens, ils disaient, mais vous les uns les autres, tous les hommes sont frères, puis ils allaient massacrer les Arabes à côté. Ah ben non, mais lui, il n'est pas chrétien, hein. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Donc, on arrive toujours à se démerder, quoi. Nous, on vit en démocratie, ah, mais pas les terroristes. Non, non. Ah, tu fais de l'apologie du terrorisme, ah, là, tu n'es plus en démocratie. Donc, Oui. donc, il y a il y a des choses qui sont identiques. Donc, on voit que entre moins 10 000, moins 3 000, a commencé à naître des sociétés qui étaient divisées en soumis et en tyrans, on va dire, hein, en oligarchie et en soumis. Hein. C'est où tu as un tyran, enfin tu as toujours une oligarchie. C'est-à-dire un petit groupe de personnes, un petit groupe de personnes qui concentrent tous les hiérarchisées, pouvoirs, la qui richesse, concentrent, etc. voilà. Donc, on voit bien comment que ça se passe. Et donc, tu me passes donc la vue suivante. Donc, on passe assez rapidement là-dessus parce que on en a déjà un peu parlé de tout ça. Ah oui, oui, bah Hein? oui, le fameux marteau. Voilà. Et puis, au XIIIe siècle, on va passer au capitalisme. C'est un autre système. Alors, bien évidemment, le capitalisme, c'est une société c'est une société d'exploitation de la même manière, avec des soumis et une tyrannie. Bon, hein. Mais il y a une différence avec l'esclavage qui a permis de faire exploser ce qu'on appelle les forces productives. Parce que la société esclavagiste, oh, elle se développait pas, quoi, tu vois, hein, parce qu'il y avait des esclaves pour faire le boulot. Pourquoi tu allais mettre des machines, de la mécanique, inventer des trucs? Ouais, parce que Alors tu dis, bon, allez, l'esclave va labourer le champ, Voilà. sinon je t'ouvre la gorge. C'est la raison pour certains d'ailleurs qui remettent en cause la technicité des Grecs, parce que pour eux, les Grecs pratiquaient l'esclavage. Donc il dit voilà. J'allais justement en parler, parce que justement, les Grecs avaient inventé plein de trucs. Ils avaient inventé le moulin à eau, ils avaient inventé le moulin à vent, mais ils ne l'utilisaient pas. Mais pourquoi ils l'utiliseraient? Et on verra aujourd'hui, à la fin, où il y a plein d'inventions, il y a plein de choses qui existent qu'on n'utilise pas. Hein? Moi, j'estime qu'on a à peu près 50 à 100 ans de retard dans la technologie utile à tout le monde par rapport à ce qui pourrait être. Et donc, le capitalisme, lui, donc là, je vous montre une usine, hein, c'est toujours la même, hein, c'est avec le moteur hydraulique, parce que il est né, l'industrie est née sur le moteur hydraulique, qui a été comme le moteur à vapeur qui a été la deuxième révolution industrielle, la première révolution industrielle est née avec le moteur hydraulique qui a été largement utilisé jusqu'au milieu du XXe siècle. Moi, je suis né dans une maison comme ça, où on broyait des terres rares pour faire des terres colorées, pour faire de la couleur. Tu vois ? Donc, moitié du XXe siècle, toute la métallurgie était en Savoie, en Suisse, parce qu'on faisait tourner les tours, les fraiseuses, avec un moulin, et puis tu avais un maître arbre qui traversait l'atelier, puis tu avais toutes les poulies qui partaient sur les machines-outils. Tu vois ? Ça marchait comme ça. Voilà. Et donc, cette première révolution industrielle, d'où est parti le capitalisme, est née consécutivement au système féodal. Tu vois, le capitalisme est fils du système féodal. Pourquoi ? Parce que
au Xe siècle, avec les grandes invasions, hein, l'État antique, parce que avant, dans ce qu'on appelle au Moyen Âge, les Carolingiens, Charlemagne, ils voulaient restaurer l'État antique. Ils en étaient pas sortis. Le mode de production était toujours esclavagiste. C'était pareil, ça n'avait pas changé. Et eux, ils voulaient refaire l'État antique. Et donc, Charlemagne, il a été se faire couronner à Rome. Donc le paradigme social n'a pas changé. Quand on parle de Moyen-Âge, j'en ai déjà parlé, c'est une véritable imposture. Le Moyen-Âge n'existe pas. Puisque dans le Moyen-Âge, il y a ce qu'on appelle le Moyen-Âge scolaire universitaire est partagé en ce milieu par deux grands paradigmes d'organisation sociale et de mode de production. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait voir ce qui est avant le Xe siècle et ce qui est après. Et donc au Xe siècle, les grandes invasions, les Vikings, les Magyars et les Sarrasins, qui brisent l'État, qui obligent les gens, il n'y a plus d'État, plus rien. Il n'y a plus l'armée qui vient te défendre et qui oblige les gens à s'auto-défendre et à s'organiser autrement. Et c'est là que Donc ils s'organisent localement autour de chefs de guerre, hein, autour des mottes, autour des pitons rocheux, et pour essayer de se défendre. Et à ce moment-là, il n'y a plus de pouvoir central, il y a des pouvoirs locaux. Et puis, il y a un délitement total de l'ordre social, ce qui fait que les gens, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Donc, bien que l'Église essaye de remettre les choses en ordre, en remettant les trois ordres, avec les bellatores, les oratores et les laboratores, essaye de remettre tout ça sous un pouvoir, mais non. Le fait que chacun peut à peu près faire ce qu'il veut, surtout dans les villes, naît une nouvelle classe sociale, qui sont les marchands. Et finalement, les marchands finiront par prendre le pouvoir, et que ces marchands, là, ils font partie d'aucune classe déterminée, et eux, ils font du pognon. Ils font du pognon, et ils font du pognon, et ils inventent à partir du XIIIe siècle toutes les structures qui existent déjà aujourd'hui, les sociétés anonymes, les lettres de crédit, les systèmes bancaires, et tout ce qu'on utilise déjà aujourd'hui. Et donc, ce capitalisme, finalement, va chaotiquement libérer les forces productives, et va libérer les forces productives parce que comme il n'y a plus d'esclaves, et il faut bien fabriquer des draps, fouler les draps, broyer tout ce qu'il y a à broyer, donc, et donc l'industrie va naître, et avec donc des gens qui vont accumuler de l'argent, quoi. Voilà. Alors, on sait comment que ça va arriver jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec l'invention de la machine à vapeur qui va remplacer le moulin hydraulique et qui va permettre encore d'accélérer les choses. Voilà. Donc, je passe un peu là-dessus. Alors, là, on voit sur ce tableau fameux, tu passes la suivante, le tableau de Quentin Metsitz, qui est très connu, qui est le changeur. Il y en a qui mettent le banquier. Mais non, il y avait pas, le terme de banquier n'arrive qu'au XVIIe siècle. En fait, avant, il s'appelait changeur. Et en fait, la spéculation capitaliste est venue de là, parce qu'il y avait une telle multiplicité de monnaies. Tu avais des monnaies d'or, des monnaies d'argent, tu avais des noms divers et variés, chacun faisait la sienne. Et si tu veux, le changeur, c'était un métier extrêmement difficile. Il fallait qu'il consigne toutes les monnaies. Et donc là, on voit, il regarde la monnaie, qu'est-ce que c'est celle-là, Et donc, ces changeurs, finalement, ont pris beaucoup de pouvoir et finalement sont devenus des banquiers. Au bout du compte.
Voilà. Donc, le capitalisme est né avec les changeurs. Donc, Le fameux pont au change à Paris. le fameux pont au change, oui, ils étaient Ouais. sur... Donc, ils mettaient leur banc. Nous est sorti le terme de banque. Ouais. Hein, ils sortaient leur banc, et puis, donc, ils mettaient leur bure. Une bure avec des systèmes de lignes croisées, si tu veux, sur lesquels on mettait des jetons pour faire des calculs. Donc ils faisaient des calculs très, très rapides. Et donc la bure sur un banc est devenue le bureau. Tu vois? Le bureau ou le comptoir pour compter. Tu vois? Donc c'est là que les types, ils amenaient leurs pièces qui venaient de partout, mais il fallait qu'il aille à la foire du coin et payer en monnaie locale. Donc il allait voir le changeur, hein, sur son banc qui est devenu la banque, et qui faisait les calculs sur son bureau qui était le bureau. Voilà. Donc tu vois, les termes sont restés. Voilà. Alors là, donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, je donne des notions. Je ne suis pas exhaustif, parce que c'est pas en ce temps-là oui, que je peux être totalement exhaustif sur les choses, quoi. Il faut que les gens, ils s'apprennent à lire. Par exemple, moi, je lis en ce moment un livre extrêmement intéressant qui est La naissance du capitalisme au Moyen-Âge de Jacques Hertz, alors que tout le monde, jusqu'à présent, pensait que le capitalisme, c'est du 18 au 19e siècle. C'est pas vrai. Le capitalisme, c'est date du 13e siècle, la révolution industrielle également. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir aujourd'hui comment c'est né, tu vois. Pratiquement, quand tu lis le bouquin, tu vois pratiquement comment est né le capitalisme. C'est On quand parle même... par exemple, c'est vrai, de l'apparition des villes. Hein? On parle de l'apparition des villes par rapport à la naissance du capitalisme. C'est fortement lié. Oui, c'est fortement lié, tout à fait. Tout à fait. Et on voit que il y a l'effet de réseau qui joue, si tu veux, l'effet du chaos. Le chaos, si tu veux, on va revenir tout de suite après sur le chaos. Le terme de chaos, ça vient de chaos, ça vient de gaz, tu vois, hein? Ça vient de gaz. Oui, c'est en néerlandais, hein? Et donc le gaz, c'est la première description d'un chaos, c'est-à-dire que dans un élément clos, tu as des molécules qui s'entrechoquent selon un mouvement brownien, si tu veux, hein, et que chaque molécule a la même probabilité que les autres de rencontrer n'importe quel autre. Mais on sait que quand tu vas comprimer ce gaz, tu vois, tu vas générer de l'énergie. Donc tu sais que quand dans la pompe à vélo, tu bouges, tu as de la chaleur. Hein? Donc selon l'équation d'Avogadro, PV égale nRT, c'est-à-dire que la pression et le volume est en gros égal à la température, avec la constante d'Avogadro. Hein? Donc, et on sait qu'en frigo, c'est pareil, quand tu vas décomprimer quelque chose, tu vas créer du froid. Tu vois, hein? Donc, et donc il y a cet effet dans les villes, où les gens sont les uns sur les autres, et donc ils interréagissent les uns sur les autres, tu vois, ils échangent de l'information énergie, on verra tout à l'heure que l'information et l'énergie, ça peut être la même chose, et que et donc, effectivement, ça amène à une complexification de l'ensemble. On verra tout à l'heure comment procède la complexification dans des systèmes qu'on appelle loin de l'équilibre. Hein, voilà, prise de tête. Bon. Et donc, là, je vois... Parce qu'il y en a qui font remonter, ils remontent aux Romains pour dire le capitalisme. C'était pas vraiment le capitalisme des Romains. Bon, il y avait évidemment des marchands. Il y avait des marchands, mais il n'y avait pas la structure exactement
similaire à celle que nous avons, avec les mêmes termes, les mêmes mots. Il n'y avait pas de banque du temps des Romains, si tu veux, comme il y a maintenant. Il n'y avait pas de lettre de change. On ne payait pas Mais c'était pas un par capital. On écrit. peut pas parler de capitalisme primitif. Je veux dire, par exemple, il y avait de l'or, on allait chercher l'or, on le prenait. Enfin. Oui, mais non, le capitalisme, on peut toujours discuter, mais le capitalisme, c'est la façon de générer des capitaux. Des capitaux. Des capitaux, c'est de l'argent pour de l'argent. C'est ça le capitalisme. Hein. Le capitalisme, c'est de faire des capitaux, voilà, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les capitaux, on ne s'amuse plus à faire de l'industrie pour faire des capitaux. Hein. On fait bosser les gens et puis on leur réclame le remboursement des dettes. Oui, voilà, par la dette. Par la dette. Ouais, C'est comme ça que fait le capitalisme. Et donc, là, j'ai toujours mon image avec les trois ordres, hein, où on voit que l'Église essaye de remettre les choses en place, et avec au milieu le Bella Torres, on voit le clerc avec la tonsure, et le paysan à côté, et le pouvoir essaye d'imposer ces trois ordres. Il essaye toujours de dire, voilà, ça, c'est l'ordre des choses, et puis c'est pas autrement. Avec mes manques de peau, à côté, il y a les marchands. Donc, les marchands, tu les vois pas, officiellement. Puis ils les aiment pas. Oui. Tu vois, ils aiment pas, les marchands, c'est extrêmement mal vu, quoi, tu vois. Hein. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est le même ordre. Tu vois, hein, tu vois, le mec qui a le home, c'est le politicard. Hein. Le mec qui a la tonsure, c'est le journalope. Hein. Et puis nous, les pauvres connards, ben, on tient l'appel, quoi. Tu vois, c'est ça. Voilà, eux, ils essayent de faire ça. Ça marche plus ou moins. Ça marche plus ou moins. Hein, ça marche pendant certaines périodes, des fois ça marche pas. Et donc, là, on en arrive finalement à cette affaire de clerc. Hein. Tu me donnes l'image suivante, c'est le pape Urbain II prêchant la croisade. Que les clercs ont toujours été, même un peu plus que les auxiliaires du pouvoir. Oui. Hein, un peu plus. Hein. Sans les clercs, il n'y a pas de pouvoir, quoi. Il n'y a pas de pouvoir. À gauche en rouge, là. Oui, ah, voilà. Hein, voilà. Et de l'autre côté, c'est les Bella Torres, c'est-à-dire que les clercs, eux, vont te raconter la bonne histoire pour pour faire en sorte que l'ordre social puisse perdurer. Donc voilà, sont maintenus. Hein, voilà. Donc, ils vont te raconter. Alors, encore une fois, je ne critique pas l'Évangile, ni Jésus-Christ, ni je sais pas quoi, mais les clercs, à partir de l'Évangile qui racontait l'égalité des hommes et le sacrifice d'un, eux, ils en ont fait une autre histoire, quoi. Hein? Parce que tu vois bien que dans l'histoire de la religion chrétienne, tu as l'Apocalypse de Jean, hein, qui est l'évangile et l'égalitaire, etc. Tous les hommes sont frères. Et puis derrière, tu as les épîtres de Paul, qui vont expliquer qu'il faut obéir à l'empereur, il faut être gentil, et tu vois, puis ils ont concocté cette religion, je sais pas comment, mais finalement on s'en fout. C'est abracadabrantesque comme religion. Hein, c'est n'importe quoi. Mais comme c'est l'Empire romain qui va l'imposer, bah, tout le monde va y croire, et tout le monde va plus ou moins y croire, parce que cette religion chrétienne, en Occident, va mettre très 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 longtemps à s'imposer, tellement elle n'est pas croyable. Et que les gens, pendant très longtemps, continueront chez eux à croire dans les religions anciennes, dans l'arbre aux fées, hein, comme Jeanne d'Arc, hein, Jeanne la Pucelle, l'arbre aux fées, et que moi qui vais très très souvent à la basilique Saint-Denis, je n'y vois absolument pas un temple chrétien. J'y rentre, je vois un temple au soleil levant. Donc il y a les marques, tous les signes du païen dans cette basilique.
si tu veux. Là, tu vas en faire sauter plus d'un sur leur chaise, quoi. Non, C'était mais, non, mais basilic. bien sûr, tu te rappelles qu'avec mon petit pote euh, Avec comment, hein, Romain. Romain, voilà, donc il est venu faire une émission sur la... Bah, sur le dieu Toutatis, ouais, voilà, le fameux dieu voilà, voilà, devenu voilà. Saint-Denis. Et puis sur la fleur de lys, et, et qui venait de... Oh, j'ai oublié le, le terme, hein, Oui, le qui était un symbole, signe oui, oui, du soleil levant, oui. finalement. Et on voit que l'abbé Sugère, il a passé sa vie à transformer l'ancienne religion en nouvelle religion. Hein, puis il y a l'histoire de Constantin qui a été adoubé par les prêtres gaulois à Saint-Denis, à l'endroit à Montjoie, hein, et Précisément, qu'on ouais. on lui a donné de son labarum, son enseigne, son ancienne avec les trois soleils, et qu'on sait bien que Constantin, il n'était pas vraiment chrétien, il adorait le soleil. Oui, Hein, et il a battu Maxence avec des soldats gaulois, si tu veux. Et donc lui, il a été intronisé dans l'ancien rite, dans les croyances anciennes, les croyances du soleil levant, tu vois. Hein, voilà. Il faudrait qu'on fasse une émission sur la basilique Saint-Denis, je te montrerai tous les signes, le soleil tournant, les tricelles, et il y en a partout, si tu veux. Hein, et pourquoi pourquoi l'église, le chœur est face à l'est? Toutes les cathédrales, le chœur et l'église est est-ouest et nord-sud. Toutes. Et le prêtre avant Saint-Pie V, il officiait face à l'est, face au soleil levant. Et que tu vois au nord, tu vois les couleurs pourpres du soleil levant. Bon, enfin, c'est comme ça. Bon, toujours est-il que ces pauvres prêtres au Moyen-Âge, ils ont ramé dur pour ramener cette religion catholique. Et tu te rappelles qu'on a fait beaucoup d'émissions sur Jeanne la ah Pucelle, qui bah, s'est jamais appelée Jeanne d'Arc. Quand tu vois son procès, ce qu'elle raconte, jamais elle était chrétienne, quoi. ouais. Jamais. C'est pas possible, tu vois. Bon, enfin, passons. Elle a été canonisée. Canonisé. Canonisée. Voilà. Bon, donc on voit bien que le clerc, il est là pour que tout ça, ça fonctionne. Et il est là pour pour faire croire. Et on peut t'assurer que on peut croire à peu près tout. Tout est croyable. Et que la croyance n'a rien à voir avec, avec le vrai ou le faux, c'est-à-dire avec quelque chose qui soit cohérent, si tu veux. Hein. La croyance est liée à la crédibilité. C'est tout. C'est-à-dire celui qui est crédible, eh bien, il peut faire croire n'importe quoi et qu'il y a eu un avion sur le Pentagone. Tu vois, et que la Vierge a conçu dans l'Immaculée Conception. Tu vois, et tu peux tout croire, n'importe quoi. N'importe quoi. Tout ce qui est en dehors, si tu veux, de l'approbation technique, ben, tu peux croire n'importe quoi. Et que je donne toujours cet exemple du 11 septembre. Il y avait l'Humanité en face chez moi encore, si tu veux, à Saint-Denis. Hein, donc j'avais beaucoup d'amis qui étaient encore journalistes à l'Humanité, et je les ai fait venir chez moi, je leur ai expliqué, voilà, le trou, le Pentagone, l'avion, on leur a expliqué le truc. Et le mec qui était chargé de la rubrique, pas le rédacteur en chef, mais juste en dessous, il m'a répondu, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu faire ça, ce qu'il m'a répondu. Ils n'ont pas pu faire ça. Donc il m'a donné un argument religieux, et non pas un argument technique. Et ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu. Ils sont partis en courant de chez moi, quasiment, quoi. Si tu veux. Tu vois?
Il dit non, c'est pas possible. En plus, j'étais un hérétique. Eux, ils étaient dans la région, pourtant, des soi-disant cocos, quoi, tu vois. Hein, ils n'ont pas pu faire ça. Tu vois que quand ils disent, alors que techniquement, c'est abracadabrantesque, que ça ne tient pas debout une seconde, tu vois, que des gens apparemment sensés, hein, te donnent comme argument, ils n'ont pas pu faire ça, donc tu vois la puissance extrême de l'idéologie dominante. Hein. C'est pour ça que tu me mets la vue suivante de Karl Marx. D'abord, je dis, je suis pas marxiste. Hein. Oui, là, Moi, je suis rien. Hein, je suis tépiste ou benjamien, mais je suis rien du tout, hein, surtout. Hein. Mais, si tu veux, Karl Marx, il a émis une idée intéressante, hein, parmi des tas de conneries. Alors, il dit des idées intéressantes, des conneries, et beaucoup de choses qui sont incompréhensibles. Complètement incompréhensibles. C'est abscon, ça n'a ni queue ni tête. Et moi, j'ai été communiste, j'ai été à l'école centrale du Parti communiste, hein, j'étais un chef coco, et j'ai eu des cours de philo-marxiste. Et à la fin du cours, le prof, qui est un grand prof de philo, et donc il dit, voilà, ceux qui pensent avoir compris Marx, c'est qu'ils n'ont rien compris. Voilà, donc c'est pour te dire que des fois la philosophie c'est n'importe quoi. Bon, enfin, non, mais ma chère Lou, personne... non. Je vais te faire engueuler. J'ai pas dit ça. Bon, alors... donc Marx dit les idées de la classe dominante sont à toute époque les idées dominantes. En d'autres termes, la classe détentrice de la puissance matérielle dominante de la société représente en même temps la puissance spirituelle qui prédomine dans cette société. Hein. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose en même temps et par là même des moyens de la production spirituelle. On le voit tous les jours. Les idées dominantes ne sont rien d'autre que l'expression idéologique des conditions matérielles dominantes, celles-ci ayant pris la forme d'idées. C'est ce qu'on appelle la superstructure idéologique. Hein? Alors, pour en revenir là, et pour micro-débat que j'ai eu avec personne cet après-midi, parce que j'ai posé des questions, elle a eu la gentillesse de me répondre. Puis, je ne suis pas philosophe, moi je suis quand même un ignorant, hein, Lou. Je suis un ignorant, et elle m'a traité d'ignorant des fois, mais venant d'elle-même, j'ai pris ça comme un compliment. Ah. Et... c'est bien d'être ignorant par moment parce que tu te fais ta propre idée. Et donc, jusqu'à présent, il y a eu deux façons de considérer comment le paradigme social, si tu veux, hein, de considérer la société. Il y a la conscience qui fait la société. Hein, ça, c'est le modèle un peu hegelien, c'est le modèle idéaliste. Les idéalistes disent, ta conscience, hein, fabrique les rapports sociaux. Tu vois, tu as une bonne conscience, tu auras des bons rapports sociaux, tu as une mauvaise conscience, tu as des mauvais rapports sociaux. C'est hyper schématique ce que je dis, mais je suis obligé. Hein, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme, c'est-à-dire la conscience passe avant le matériel et les rapports sociaux. Donc il faut être bon, donc on va prêcher pour que les gens soient bons. Et derrière, Marx, il inverse les choses. Hein, il inverse les choses. Marx, il se situe dans le courant de la philosophie de la praxis, hein, avec Kant, justement Kant, le début des Lumières, mais avant, il y avait Aristote, quand même, qui commence avec les prémices grecques, mais ça n'était que des prémices, et donc Marx inverse Hegel, et il dit, c'est la pratique qui crée la conscience, la pratique sociale, voilà. Et non pas la conscience qui crée la pratique sociale. Hein, pour Hegel, c'est le contraire. Voilà. Et on a vécu jusque-là, jusque moi. Et moi, je dis autre chose.
Je dis c'est ni l'un ni l'autre. Je dis c'est l'outil en interaction avec la méthode qui crée la pratique sociale, qui elle-même crée la conscience. Donc moi, je reviens, je donne la prime à l'outil. Pour moi, c'est l'outil qui crée. Et j'ai déjà expliqué, on a déjà fait des exposés sur l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire que les hommes primitifs sont distinguables par les outils qu'ils utilisent. C'est comme ça qu'on les classe. Voilà, toi, tu as un biface machin, donc là, toi, tu as fait un truc comme ça. Le Néandertal, il a des outils comme ça, etc. Et donc, on a toujours classé les hommes d'après les outils, mais on les classe toujours d'après les outils. Et donc, ça va être donc la finalité, pour moi, c'est que c'est bien l'outil, ici, qui va créer notre conscience. C'est-à-dire, notre outil, ici, l'électronique et tout le bazar, qui crée un réseau, qui va créer une pratique de réseau. Donc la pratique sociale va être une pratique de réseau, et dans cette pratique de réseau, nous aurons forcément une société de partage. Et on va voir que le réseau va favoriser la société de partage et va favoriser l'émergence d'un retour à une communauté de partage, à une société supérieure à la communauté primitive. C'est un retour, finalement, après une courte période de société pyramidale et de classe, si tu veux. Courte période. Et ça voudrait dire que la société de classe va s'effacer. Oui, et on va voir comment. Parce que dans un réseau, il n'y a pas de classe. Il ne peut pas y avoir de classe dans un réseau. Le réseau est fait comme ça. Un réseau, tu as des nœuds et tous les nœuds sont égaux. C'est comme ça. Sinon, c'est pas un réseau. Voilà. Donc moi, je vois bien que sur mon Internet, je raconte ma sauce. Et puis Ariane Walter raconte... Salut Ariane, j'espère que tu es là. Elle raconte sa sauce. Et puis notre ami Lou, personne, raconte la sienne. Chacun raconte la sienne, si tu veux. Et... moi, j'ai 5000 amis, j'ai 3000 personnes qui me suivent, et puis les autres. Puis on sait que Pouffa, tout ça s'étend, si tu veux. Et moi, toi, tu étais dans un parti, tu étais l'UPR, t'es sorti. Quelle idée d'avoir un parti politique aujourd'hui? Ça n'a aucun intérêt. Moi, je crois plus au parti, mais bon, c'est autre chose. Moi non plus. Moi non plus. Forcément, ta pratique de réseau t'a fait que tu crois plus au parti. Moi, je croyais encore, mais après la pratique de réseau, je me dis, mais tout ça, c'est des conneries. Moi, j'ai 8000 personnes qui me suivent. L'UPR a combien d'adhérents? Ils en ont, je sais pas, 7000, je crois. Voilà. Donc, moi, tout seul, j'ai 8000 personnes qui écoutent mes conneries. Peut-être pas tous, parce que, mais c'est tout ça, c'est chaotique. Mais bon, tu vois que déjà, la pratique de réseau nous a changé, nous. Moi, je dis, je ne suis plus du tout le même qu'il y a 3 ou 4 ans. Je m'engueulerai plus avec toi sur cette histoire de République et de trucs dont on n'a rien à foutre. Rien à branler. Voilà. Nietzsche, on en a déjà parlé. Non, on a déjà vu ça. Bon, donc... il va y avoir la première pause, mais on a encore 5 minutes. Oui, alors on peut prendre des questions, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai pas vu. On me dit Pierre Hillard ne serait pas d'accord. Que pense Alain de l'anarcho-volontarisme? Alors, je sais pas ce que... L'anarcho-volontarisme. Je sais pas ce que c'est. On nous a mis une définition wikipédienne. L'idéologie volontariste se réclame de l'héritage individualisme du libéralisme classique. Une partie des volontaristes rejette fondamentalement l'État, qu'ils considèrent comme une institution criminelle et comme le premier ennemi de la liberté et des droits naturels. Ils rejettent le système électoral et considèrent toute forme de pouvoir politique, même issue des urnes, viole par essence la souveraineté de l'individu. Oui, tout à fait d'accord. Moi, je suis libéral communiste. Libéral communiste? Oui. C'est pas un peu un oxymore? C'est pas un oxymore, libéral communiste? Non, pas du tout. Non, parce que c'est l'ennemi. L'ennemi
tu veux, la politique, c'est la bataille sur les mots. L'ennemi arrive à toujours transformer les mots. Ouais, mais libéral, c'est... Libéral, c'est le libéralisme au départ au 19e siècle, c'est bâtir une société du maximum de liberté pour le maximum de gens. C'est ça le libéralisme. Ok. Ouais. Voilà. Alors que les gauchistes de merde, qu'ils aillent tous aux gémonies, Ouais, mais ils ont poussé ce réussi concept-là. à faire changer, parce que les gauchistes, c'est les alliés du système. Ouais, mais justement, Eux, ils ont retourné le les truc. gauchistes, justement, ils ont poussé cette logique de la liberté pour tous. Ça nous donne, à la fin, le mariage gay, ça nous donne le gender, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme soit absolument l'égal de la femme, il faut que les femmes... Non. mais Parce c'est que ce là, ça a t'arrives donné. pas... C'est ça le oui, mais libéralisme. c'est un faux libéralisme. C'est un faux libéralisme. Ouais. Moi, je parle de libéralisme, le maximum de liberté pour le maximum de gens. C'est-à-dire que moi, je suis, comme toi, contre l'État. L'État, c'est la structure tyrannique. Ouais. Hein? L'État, c'est le contraire d'une république véritable. Admettons qu'il y en ait une. Une république, la république, c'est le pouvoir du peuple, théoriquement. Hein? Et l'État, c'est le pouvoir sur le peuple. Or, les libéraux ont toujours été contre l'État, si tu veux. Bon, voilà. Mais maintenant, on dépasse tout ça. Si tu veux, lui, là, ce qu'il dit, il a tout à fait raison. Mais je pourrais dire que je suis libéraux-anarcho-communiste. Allez. Alors, on me dit, ne préfères-tu pas le mot national-républicain que je préconise? Comment? On me dit, mon cher Alain, ne préfères-tu pas le mot Mais national-républicain? on peut utiliser si on veut. Alors on reparlera des nations parce qu'effectivement, je défends la nation et puis je me suis un petit peu frité avec personne là-dessus, puis elle est revenue un peu en arrière sur la nation. Si tu veux que la nation, c'est aussi un nœud du réseau. Parce que dans le réseau présuppose l'indépendance des nœuds, si tu veux, et l'égalité. Donc quand tu dis... et si tu sais très bien que la véritable démocratie, c'est la démocratie directe. S'il n'y a pas de démocratie directe, il n'y a pas de démocratie. Ouais. Bon, voilà, c'est clair. Et que si tu veux avoir une démocratie, il faut la circonscrire dans un espace donné. Voilà. Et que la nation, c'est l'espace, c'est l'agora dans lequel est circonscrit la démocratie directe. Tu vois, hein? Et donc, évidemment, on ne va pas reprendre tout sur la nation parce que ça va nous amener très très loin. Mais la nation est à la fois formelle et informelle, c'est-à-dire elle est formelle, elle va définir une légalité qui va définir ta nationalité. Hein, mais aussi, cette nation a une histoire, une idéologie, ce qui fait que les gens pensent à peu près pareil. Et on va revenir sur la notion de village, qui est extrêmement important, parce que on voit que dans les croyances, les croyances sont liées à qu'on peut appeler une ethnie, c'est-à-dire à un groupe donné. Hein, on voit que toutes les religions sont liées à un groupe ethnique, si tu veux, ou viennent d'un groupe ethnique. Les religions ont toutes été concoctées dans ce groupe et reprennent, si tu veux, ce qu'on appelle les allants de soi en ethnométhodologie, c'est-à-dire les habitudes, le vu et le non remarqué du groupe. Tu vois? Ne serait-ce que la langue. Tu vois, hein? Alors, on voit que quand il y a échange d'informations, 90% est connu, il y a déjà la langue, et puis toute l'idéologie, puis on est d'accord presque sur tout, et que les informations que je vais transférer, c'est presque rien par rapport à l'ensemble des signaux échangés. Tu vois? Donc, il faut déjà être au parfum. Si tu n'es pas au parfum, tu ne vas rien comprendre. Je t'ai demandé de lire mes écrits avant d'aller pour que tu sois un peu au parfum. Sinon, tu tombes de l'armoire, tu vois. Donc, si tu veux qu'il y ait des échanges et pas tomber de l'armoire, il faut que tout le monde soit au parfum. Pour que tout le monde soit au parfum, il faut que tout le monde soit dans un même groupe. Et pour être reconnu dans le même groupe, il faut avoir des rites.
commun. C'est les rites de reconnaissance hein, qui vont créer cet esprit d'appartenance. Donc la nation est à la fois appartenance formelle et légale, mais aussi appartenance culturelle. Il y a les deux qui fonctionnent. Hein. D'accord. C'est pour ça que les autres, ils veulent détruire les nations en détruisant le côté culturel de la nation. Aussi, quelque part. Hein, donc oui, si tu veux, on peut utiliser des tas de mots. Moi, je m'en fiche, mais voilà. Ok. Eh ben, on va faire la pause, hein, puisqu'il est l'heure. La régie, elle est prête, c'est magnifique. Eh ben, on fait la pause et on revient juste après. Et on continue sur le partage de l'information. C'est la libre antenne, à vous, la régie.